www.écritaunprisonnier.com, le 7 novembre 2017. Salut, sois heureux, adopte un mode de pensée positif. On n'a qu'une seule vie, alors on se doit de faire de son mieux chaque jour. Et ne serait-ce pas génial de le faire avec des amis? Eh bien, c'est la raison pour laquelle j'en cherche. Certaines personnes me trouvent lent à cause de mon handicap intellectuel, mais ça va, j'aime m'amuser. Je pense que faire rire les gens, aller profiter de ce qui va bien, c'est un bon remède pour l'âme. Je suis marié, je ne cherche pas de romance, seulement une véritable amitié. J'ai pris la bonne étoile dans l'espoir de rencontrer de vrais amis, dignes de confiance, compréhensifs et qui ne critiquent pas sans arrêt. De mon côté, je suis respectueux, honnête et j'ai des valeurs chrétiennes. J'aime faire de l'exercice, dessiner, écouter de la musique, lire des bandes dessinées ou d'autres livres. Si tu crois que le bonheur n'est pas une destination, mais un mode de vie, alors prends le départ avec moi et ouvrons une voie jusqu'au paradis à travers une belle amitié. Prends soin de toi, donne le meilleur dans tout ce que tu fais et j'espère avoir le plaisir de commencer une correspondance avec toi bientôt. Sincèrement, Eric. Vous pouvez adresser votre réponse à Eric Cathy, numéro 999-228, Polinsky Unit, 3872 FM 350 South, 77 351 Livingstone, au Texas, États-Unis. Numéro de détenu 999-228. Nom Eric Dwayne Cathy. Date de naissance 29 juillet 1971. Reçu le 29 avril 1997. Âge à la réception 25 ans. Comté Harris. Date du délit 12 septembre 1995. Âge lors du délit 24 ans. Précédente occupation mécanicien. Niveau d'éducation 12 ans. Précédente en prison aucun. Race noire, yeux bruns, cheveux noirs. Comté de naissance Harris. État Texas. Résumé. Condamné à mort en septembre 1995 pour l'enlèvement et le meurtre d'une femme hispanique, Cristina Castillo, à Houston. Cathy et quelques autres enlèvèrent Castillo dans le parking de son appartement et tentèrent de la forcer à leur parler de la drogue et des transactions financières. Quand Mme Castillo refusa de leur donner la moindre information, elle fut conduite sur un terrain vague au nord-est de Houston et elle reçut 3 balles dans la tête. Les complices ne furent pas identifiés. Petit extrait tiré du Houston Chronicle, une entrevue avec Frank Baumgartner qui est professeur de sciences politiques du tirage du 23 novembre 2017. Pourquoi parle-t-on du comté de Harris comme la capitale de la peine capitale? Pourquoi les Houstoniens sont-ils plus favorables à la peine de mort? Professeur Baumgartner, nous avons recueilli des données et mené un sondage dans la région de Rice University à Houston. Et il s'avère que l'opinion publique à Houston est moins favorable à la peine de mort que dans le reste du Texas. En général, à travers le pays, nous ne trouvons aucune corrélation entre l'opinion publique et les exécutions. La raison est que si vous ne soutenez pas la peine capitale,
vous n'êtes pas autorisé à siéger à un jury. C'est le procureur de district qui initie le processus de condamnation à mort. Si l'on regarde les 3000 comtés des États-Unis, seulement 20 parmi ces 3000 ont exécuté plus de 10 personnes. C'est d'autant plus surprenant qu'il n'y a pas de justification à cela. Le comté de Harris détient, est de très loin, le record national des exécutions. Un autre professeur, Schatz, de l'université de San Francisco, cette fois, j'ai remarqué que la condamnation à mort est complètement arbitraire. Des gens avec les mêmes chefs d'inculpation, ayant commis les mêmes crimes, écopent ou pas de la peine de mort. C'est selon. Par ailleurs, l'application de la peine de mort dépend beaucoup de qui on tue. Si on tue une femme, on a 3 fois plus de risques d'être condamné à mort que si on tue un homme. Comme si la valeur d'un homme était inférieure à celle d'une femme. Et c'est la même chose si on tue quelqu'un de blanc. La peine de mort est soumise à l'arbitraire des situations qui échappent à la notion de justice. Elle réside soit dans l'émotion ressentie par des citoyens électeurs face à un crime médiatisé, soit dans des intérêts politiques, le plus souvent basés sur la satisfaction d'une classe dominante, puissante et riche. La peine de mort sert uniquement les intérêts de certaines catégories de personnes. Gould Traduction, Cour suprême de Floride. Cas numéro SC 06 242. Roy Clifton Swafford contre l'État de Floride. Le 21 décembre 2006. Père Couriam. Cette affaire est devant la Cour en appel d'une décision de tribunal suivant. Test d'ADN selon la règle de procédure pénale de la Floride 3.853. Le 9 octobre 2002, Swafford a déposé une requête en réparation d'ADN.
conformément à la règle de procédure pénale 3.203 de la Floride. Le tribunal a rejeté la demande de test ADN et a rejeté la requête pour redressement post-conviction. Swafford a interjeté appel des deux ordonnances séparément dans les affaires numéro SC 03 931 et SC 03 1153. Le 26 mars 2004, nous avons renvoyé l'affaire des tests d'ADN à la Cour pour poursuivre la procédure dans un ordre indiquant: l'appelant Roy Clifton Swafford fait appel d'une ordonnance modifiée refusant sa requête pour test d'ADN en vertu de la règle de procédure criminelle de la Floride 3.853. Nous avons juridiction. Voir article 5, chapitre 3b1 de la Constitution de la Floride. L'ordonnance modifiée est annulée et la présente affaire est renvoyée à la Cour avec des directives indiquant que la Cour doit tenir une audience de preuve pour déterminer quels éléments de preuve que l'appelant a testés sont susceptibles d'être testés pour l'ADN. Les éléments de preuve que la Cour estime pouvoir être testés doivent être vérifiés. Conformément à la règle de la procédure pénale de Floride 3.853 C7, les résultats des essais doivent être fournis par écrit. Conformément à la règle 3.853 C8, le tribunal doit ensuite passer une ordonnance établissant si la preuve a été testée de manière authentique ou si la preuve a été contaminée ou toute autre conclusion concernant la preuve testée que la Cour estime appropriée. Nous avons annulé l'ordonnance rejetant la requête en vue d'obtenir un redressement après le verdict. En remettant en instance d'autres poursuites à la suite de la décision du tribunal de première instance sur la requête en matière d'ADN. Swafford s'adresse maintenant à cette Cour, soutenant que la Cour a erré dans la procédure ci-dessous. Nous constatons que la Cour a respecté notre commande. Le tribunal a tenu une audience le 11 juin 2004. Lors de cette audience de preuve, les parties ont déterminé quels éléments de preuve devaient subir un test d'ADN. Ces éléments de preuve ont été vérifiés par le Department of Law Enforcement de Floride et Mitotyping Technologies, comme en témoignent divers rapports déposés par ces laboratoires entre le 2 novembre 2004 et le 18 novembre 2005. À la suite de ces tests, la Cour a rendu une ordonnance déclarant qu'elle s'était conformée aux instructions de cette Cour en détention provisoire. Nous confirmons l'ordonnance du tribunal, y compris le rejet des requêtes de Swafford pour une audience de preuve additionnelle selon la règle 3.853 et sa requête demandant un autre test d'ADN par un laboratoire non certifié comme requis par la règle 3.853 C7. Ce refus est sans préjudice de Swafford présentant des questions d'ADN, y compris des questions concernant la contamination possible des échantillons d'ADN dans d'autres procédures selon la règle 3.851. Swafford se voit accorder 60 jours à compter de la date à laquelle cette opinion est définitive pour modifier sa motion de règle 3.851 afin de nous présenter toute question relative à l'ADN. Nous confirmons donc l'ordre du tribunal. Nous levons également le séjour précédemment accordé le 28 mars 2006 dans ce cas. C'est tellement ordonné. Un appel de la Cour dans et pour le comté de Volusia. Michael Hutchison, juge. Neil Dupri, conseiller régional des garanties de capital. Terry Bacchus, assistante CCRC. Et Céleste Baki, avocate. Charles Christ, junior, procureur général. Et Barbara Davis, procureur général adjoint.
pêle-mêle, quelques listes de produits que les condamnés à mort peuvent acheter, commander, et quelques règlements issus des couloirs de la mort. Squeezer Lucky, fromage cheddar, une once, 65 centimes. Repas Amazing, ravioli au fromage, 12 onces, 5,29 $. Refried, haricots pinto, quick cook, jalapeno, 4 onces, 1,74 $. Bœuf charbroil, avec fromage, rapide choix, 4 onces, 85, 1,91 $. Thé Nesty, 12 onces, canette, 97 centimes. Les détenus du couloir de la mort reçoivent des repas 3 fois par jour, à 5h, 11h et 16h. Ils sont escortés avec des menottes et les portent partout, sauf dans leur cellule, dans la cour d'exercice et la douche. Ils ne quittent pas leur cellule, sauf pour des raisons médicales, de visites sociales ou légales, ou d'entrevues avec les médias. Chaque heure, nuit et jour, les gardiens comptent les condamnés à mort. Lunettes de soleil, non réfléchissant, cadre en plastique noir, 1,60 $. Peigne poche, Nouveau Monde, plastique noir, 1,41 $. Miroir, plastique incassable, sans aimant, 1,81 $. Brosse à dents de sécurité, 55 centimes. Adhésif pour prothèse dentaire, FR-GIP, 2 onces et demi, 5,99 $. Soulagement de la douleur, Tylenol extra fort, un paquet 4 cachets, 1,55 $. Les visites pour tous les prisonniers du couloir de la mort sont limitées dans le temps. Généralement pas plus de 1 à 2 heures. Les tenues non conformes pour les visiteuses et les visiteurs. Vêtements avec un texte ou une image menaçante. L'absence de bretelles, le dos nu ou transparent. Les vêtements serrés tels que les leggings. L'absence de soutien-gorge. Les chemises en résille. Les robes et jupes de plus de 2 pouces au-dessus du genou, les extensions et les perruques, les bijoux excessifs, les chaussures de douche. Nike, Cortez, chaussures blanches pour hommes, 58 $. Chaussettes de luxe, coton, taille unique, 6 paires, 93 centimes. Tampax tampon super, 10 pièces, 4,02 $. Stylo, sécurité, noir, respect de Floride, 65 centimes. Avant son exécution, le condamné peut demander un dernier repas. Pour éviter l'extravagance, la nourriture ne doit pas coûter plus de 40 $. Elle doit être achetée localement. Le bourreau est un citoyen privé qui est payé 150 $ par exécution. La loi de l'État permet à son identité de rester anonyme.
Roy Swafford, numéro 087905, condamné à mort en Floride aux États-Unis. La prison, c'est la solitude dans une foule. C'est une faim qu'on ne peut pas satisfaire, une soif qu'on ne peut pas étancher, des désirs non comblés. La prison, c'est aussi des émotions qui ne peuvent pas être ressenties. Une beauté qui n'est pas reconnue, des talents non découverts, l'amour qui est tu. Au fil des années, tu apprends à ne pas te faire avoir par le temps, à le gérer. La prison, elle est ce que tu en fais. Il y a beaucoup de choses qui me manquent en prison. Sentir le contact bienveillant d'un autre humain, voir un sourire amical sur un visage, entendre des mots chaleureux de la famille et des amis. J'aimerais tant être rassuré, me sentir aimé et savoir que quelqu'un s'inquiète de ce qui m'arrive, sentir le contact bienveillant et pouvoir partager mes peurs. Avoir de l'aide pour chasser mes doutes quand j'en ai besoin et entendre quelqu'un me dire sincèrement que tout va bien se passer. Je voudrais respirer l'air propre, sentir le vent sur mon visage, sentir la pluie sur mon visage, manger un repas qui ne soit pas sec et froid, un repas qui aurait du goût et qui ne ressemblerait pas à du carton. J'ai pris conscience qu'on ne sait pas profiter de ce qu'on a tant qu'on ne l'a pas perdu. Les petits plaisirs qu'on considère comme normaux manquent tout d'un coup atrocement une fois en prison. Un endroit si triste. Être un prisonnier, c'est connaître l'abandon. Un sentiment de perte immense et le désespoir continuel, jour après jour. Roy Swafford, numéro 087905, condamné à mort en Floride. Ma chère maman, ton fils aîné va mourir demain. Je t'écris pour te dire au revoir. Je quitte ce monde dans quelques heures et sais que ça va te rendre très triste. Mais tu devras le supporter. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Tu sais que j'ai été condamné à mort pour un crime que je n'ai pas commis. Et ce n'est pas nécessaire de te faire des idées. Tu me connais depuis toujours. Tu m'as donné la vie. Et tu sais que je suis incapable de commettre un crime aussi abject. Malgré cette ignoble sentence à mort, je ne suis coupable d'aucun acte qui devrait te causer, à toi, à papa ou à toute la famille, de la honte ou de la tristesse. Je suis en tes mains, de mes ennemis, et je vais mourir. Je ne peux mourir qu'une fois, et la seule honte dans cette affaire repose sur ceux qui m'ont condamné à mort sur des preuves mensongères. Que toi, papa, et le reste de la famille avaient entendu lors de mon procès. Je vais mourir comme un criminel, mais je ne me sens pas comme tel. J'aimerais tellement vivre pour être à nouveau avec vous, au moins encore une fois. Mais le
destin l'a voulu autrement. Ma mort sera un coup terrible pour vous. Ce sont habituellement les enfants qui enterrent leurs parents. Je ne suis pas sans faute et ça a joué sans aucun doute contre moi. Mais j'irai à la rencontre de ma mort avec calme. Je savais ce qui m'attendait depuis que j'ai été injustement condamné. La perpète ou la mort. Je t'aime, maman. Vous me manquez tous. Ne soyez pas triste. Ton fils aîné qui t'aime pour toujours, Roy. Tu es humainement un casse-tête impossible. En 1792, à Paris, le docteur Louis cite dans son rapport, docteur Louis de l'Académie de chirurgie, cite dans son rapport que l'exécuteur, faute d'expérience, peut faire de la décollation un supplice affreux. En considérant la structure du cou, il n'est pas possible d'être assuré d'une prompte et parfaite séparation de la tête et du corps, en la confiant à un bourreau susceptible de varier l'adresse par des causes morales et physiques. Il faut nécessairement, pour la certitude du procédé, qu'il dépende de moyens mécaniques invariables dont on puisse également déterminer la force et l'effet. Albert Camus, Réflexion sur la guillotine, 1957. Une récente communication à l'Académie de médecine a été réalisée par les docteurs Piedelièvre et Fournier. Ces médecins courageux, appelés, dans l'intérêt de la science, à examiner les corps des suppliciés,
après l'exécution, ont estimé de leur devoir de résumer leurs terribles observations. Si nous pouvons nous permettre de donner notre avis à ce sujet, de tels spectacles sont affreusement pénibles. Le sang sort des vaisseaux au rythme des carotides sectionnées, puis il se coagule. Les muscles se contractent et leur fibrillation est stupéfiante. L'intestin ondule et le cœur a des mouvements irréguliers, incomplets, fascinants. La bouche se crispe à certains moments dans une moue terrible. Il est vrai que sur cette tête décapitée, les yeux sont immobiles, avec des pupilles dilatées. Ils ne regardent pas, heureusement, et s'ils n'ont aucun trouble, aucune opalescence cadavérique, ils n'ont plus de mouvement. Leur transparence est vivante, mais leur fixité est mortelle. Tout cela peut durer des minutes, des heures même. Chez des sujets sans tard, la mort n'est pas immédiate. Ainsi, chaque élément vital survit à la décapitation. Il ne reste, pour le médecin, que cette impression d'une horrible expérience, d'une vivisection meurtrière, suivie d'un enterrement prématuré. Mohamed Ben Galia, dans La peine de mort en Tunisie, 2013. L'exécution se fait par pendaison. Le condamné est placé sur une trappe qui surplombe une pièce beaucoup plus grande, dont le sol est recouvert de sable. On lui passe la corde au cou, puis on actionne la trappe. On le laisse suspendu jusqu'à la dislocation des cervicales. Le prisonnier défecte ses tripes. C'est pour ça qu'on met du sable. Sœur Hélène Préjean, La dernière marche 1993. En Louisiane, autrefois, la coutume était de pendre les criminels. Mais il arrivait que l'on connaisse des problèmes, pour peu que l'on n'ait pas veillé à placer correctement le nœud en passant la corde. Le condamné risquait d'être seulement étranglé et de ne pas mourir immédiatement. Ou d'être décapité si la distance de la corde à la trappe avait été mal calculée par rapport au poids du condamné. En 1940, l'État de Louisiane, aux États-Unis, adopta pour l'électrocution. Jugeant ce mode d'exécution plus humain et plus sûr que la pendaison. Juge à la Cour suprême des États-Unis, William Brennan livre un compte-rendu de la façon dont cette forme d'exécution est pratiquée. Les mains du condamné commencent par devenir toutes rouges avant de blanchir complètement. Les ligaments de son cou saillent comme des fils d'acier. Ses membres, doigts, orteils, ainsi que son visage, se tordent violemment. Le courant électrique est si fort qu'il arrive que les yeux, jaillissant des orbites, tombent sur les joues. Le prisonnier défèque souvent. Il urine, vomit du sang et bave. Il s'enflamme parfois. On entend alors comme un grésillement de chair grillée et une odeur de bacon en train de frire qui se répand, douceâtre, à vous rendre malade. Le corps présente souvent des brûlures atroces. Lethal Incompetence, Ty Alper, 2006. Tous les États qui recourent à l'injection létale administrent successivement 3 drogues puissantes. Le cocktail cherche à endormir le détenu.
2, à le paralyser. Et 3, à arrêter son cœur. Il n'y a aucune justification médicale pour l'administration de la deuxième drogue, le bromure de glucuronium. Elle n'affecte pas la conscience du détenu, ni la sensibilité à la douleur. Elle empêche simplement tout mouvement. Sachant qu'une anesthésie générale est un procédé complexe, de multiples facteurs peuvent entraver son bon déroulement. Le risque d'erreur est encore amplifié si l'anesthésie est pratiquée par du personnel pénitentiaire non qualifié. Dans ce cas, bien que le détenu souffre l'agonie, les témoins de son exécution verront une paisible mort.